Investir dans le domaine de l'immobilier, oui, mais investir intelligemment, c'est encore mieux. Bienvenue dans 5 minutes avec Dada, la série spéciale immobilier aux États-Unis et au Canada, conçue pour vous aider à comprendre, à décider et à investir avec stratégie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer dans le domaine de l'immobilier, mais une question revient toujours à l'esprit. Quel est le bon actif pour moi? Est-ce résidentiel, commercial, terrain, mixte? Chaque choix peut être une opportunité ou une erreur fatale s'il n'est pas aligné avec des objectifs réels, rentabilité, stabilité financière ou croissance à long terme. Dans ce premier épisode, nous allons poser les bases essentielles. Comment choisir le bon actif immobilier? Quels critères analyser avant d'investir? Et surtout, quelle erreur éviter lorsqu'on est débutant? Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Sophia May, experte immobilière, qui partagera avec nous son expérience de terrain avec des exemples concrets et des conseils pratiques applicables dès aujourd'hui. Donc, si vous êtes investisseur, débutant, futur investisseur ou tout simplement curieux de comprendre l'immobilier aux États-Unis et au Canada, cet épisode, c'est pour vous. Installez-vous confortablement parce que 5 minutes avec Dada commence maintenant. Bienvenue encore dans 5 minutes avec Dada, où nous accueillons notre invitée spéciale, Madame Sophia May, notre experte immobilière. Donc, accueillons notre experte ensemble. Salut Madame Sophia May. Salut. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques secondes de vous et de ce que vous faites en général? On sert à travers l'immobilier ici aux États-Unis, au Canada et dans 82 autres pays et on continue de grandir. Quand on parle d'immobilier, on parle de tout. Que ce soit terrain, que ce soit maison individuelle, résidentielle, que ce soit commercial, que ce soit la gestion immobilière, investissement général immobilier, on fait en tout ce qui est immobilier. Ok, merci beaucoup Madame Sophia, merci beaucoup. Nous allons passer directement à la première question. Quand on parle d'investissement immobilier, comment savoir quel type d'actif est bon pour nous? Résidentiel, commercial, terrain, mixte. Comment savoir et comment choisir cela? Très bonne question. Merci. Déjà, l'immobilier est quelque chose de très individuel, c'est personnel. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution qui est la même pour tout le monde. À chacun sa part de solution individuelle. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Donc là, parlant de l'actif qu'il faut choisir, ça dépend de qui vous êtes, ce que vous voulez et durée de votre investissement. Première chose, quelle est votre position par rapport à l'immobilier? Êtes-vous agressive? Êtes-vous patiente? Comment est votre argent? Est-ce que vous avez beaucoup d'argent? Est-ce que vous avez un peu d'argent? Quelle est la durée? Est-ce que vous avez besoin de revenus mensuels? Est-ce que les revenus dont vous attendez sont plus long terme que court terme? Qu'est-ce que vous cherchez dans ça? Est-ce que vous avez des enfants? À quel niveau êtes-vous dans votre vie familiale, dans vos carrières? Il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Quand on pense à l'immobilier, il faut penser un peu comme à la médecine. Parce que quelqu'un a une douleur ou une malaise et la personne a eu un certain traitement, ça ne veut pas dire que quand on ressent ce genre de malaise, on aurait le même traitement. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes problèmes. Donc, quand vous voulez parler d'immobilier, il faut toujours contacter un expert. Parce que cet expert va pouvoir vous assister par rapport à votre situation qui est tellement personnelle et individuelle. Bon, quelques exemples. Prenons quelques exemples ici. Si vous dites que vous êtes intéressé dans les terrains parce que vous avez
parce qu'il y a une ville, il y a un endroit qui vous plaît. Peut-être à la longue, vous voulez vous établir, vous installer avec la famille. Pour l'instant, ce n'est pas idéal. C'est très bien d'acheter les terrains, puisque presque tout dans l'immobilier apprécie. Mais quand on achète un terrain et on laisse vide, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est payer les impôts. Il va falloir que vous rentabilisez. Mais si vous avez les moyens d'acheter, laissez-la pour que ça apprécie, ça c'est génial. Mais quelqu'un qui n'a pas ce genre de situation, qui ne peut pas se permettre de payer les impôts sans avoir de revenus, ça ne serait pas l'idéal. Donc cette personne va peut-être devoir prendre une maison, quelque chose de résidentiel, qui est individuel, qui est petit. Risque avec ce genre de situation, c'est que vous avez 100% de vos revenus dans une seule personne. Vous n'avez qu'une seule porte. Si vous n'avez pas de locataire, 100%, vous allez devoir payer les factures pour la maison. Mais si vous avez plusieurs, ce fardeau est partagé à travers le nombre de portes que vous avez. Donc ça dépend vraiment. Et l'idéal serait commercial, parce qu'avec commercial, vos locataires payent pour tout. Ils payent principe, intérêt, les impôts et l'assurance. L'assurance et la gestion. Ok, merci vraiment, Madame Sophia, pour cette première question où vous avez répondu. Donc, ça veut dire que s'il faut vraiment savoir, pour investir dans le domaine immobilier, il ne faudrait pas se lever un matin comme ça et parce qu'on a vu que l'autre investit, on court, parce qu'on a vu l'autre acheter la maison, ça donne l'argent, on court pour aller acheter la maison. Il faut bien réfléchir. Et d'après ce que j'ai entendu, donc ça veut dire qu'il y a plus d'avantages pour nous de se lancer. Pour nous, par exemple, qui ne voulons pas traîner, qui ne voulons pas garder l'argent, qui n'avons pas beaucoup d'argent, de se lancer beaucoup plus dans le commercial. Pas forcément. Il y a même des syndicats. Oui. Donc ça dépend. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire de faire ci ou ça ouais. Sans consultation, sans analyse de votre situation personnelle. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc comme vous avez suivi, ça dépend vraiment de chaque cas. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, écrivez juste en commentaire et puis je vais me charger de transférer vos questions chez Madame Sophia May qui va répondre à ces questions. Ok, Madame Sophia May, la deuxième question où je voudrais vous poser, est-ce que vous pouvez partager avec nous l'exemple d'un investisseur qui a fait le bon choix et un autre qui a fait le mauvais choix? Évidemment. Plusieurs exemples me viennent en tête maintenant, mais il y a deux qui sont... Je vais parler de deux. Okay. La première, c'est une équipe qui a vraiment échoué. Ouais. Cette équipe a vraiment échoué. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on se connaît bien, on va investir ensemble. Étant africain, on se dit toujours, l'union fait la force. Yeah. Exactement. Mais cette fois-ci, c'est... L'union n'a pas fait la force cette fois-ci. Non, l'union, c'était le chaos. C'était carrément le chaos. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire plus vraiment spécifiquement sur ce cas précis? Évidemment. Ils avaient une très bonne idée. Ce qu'ils voulaient faire, c'est acheter des immeubles, des maisons, arranger et puis revendre. C'est une très très bonne idée et beaucoup le font au quotidien et réussissent vraiment. Ils ont d'abord formé une société. Ils se sont dit combien ils vont investir chacun et les responsabilités l'un de l'autre. Mais quand ils ont commencé le projet, ils ne s'entendaient plus. Le fait qu'ils ne s'entendaient plus entre eux, ils ne pouvaient plus gérer le projet. Ils ne pouvaient plus faire des décisions ensemble. Donc, que ça soit travailler avec le contracteur qui était censé travailler, faire ce qu'ils étaient censés faire par rapport à la ville et tout, ils n'ont pas fait. Fin de compte, ce qu'ils ont fait, ils ont perdu cette maison. Ils ont perdu la maison. Wow. La banque a saisi la maison parce qu'ils n'étaient plus en mesure de payer. Ils ne s'entendaient même plus. Tout un groupe. Tout un groupe. Wow. Donc ça, c'est ce que je dis. Quand on commence quelque chose, les gens se disent on s'entend bien, on est amis. Il y a quelque chose que je ne peux pas préciser assez. Les contrats sont géniaux. Et les contrats que je suggère toujours ne sont pas ceux pour dire « Oh, on s'aime bien, on s'entend bien, on fait ça ensemble ». Non, ces contrats, ce qu'il faut préciser, ce qui est plus important dans les contrats, c'est quand on ne s'entend plus, qu'est-ce qu'on fait? Va faire. Quand on ne peut plus s'entendre sur quelque chose, qui va décider? Comment est-ce qu'on va gérer cette entreprise? Parce que c'est une entreprise. Bien sûr. Quand on s'entend,
Quand tout le monde est encore d'accord et on est encore amis, Il n'y a pas de souci. c'est quand il faut décider qui va faire quoi et quand. Ok. Et s'il y a les problèmes, comment résoudre ces problèmes. Parce que s'ils avaient ça en place, ils ne seront pas arrivés là. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui fait, quand on décide de faire chemin avec quelqu'un, il faut choisir quelqu'un qu'on peut travailler avec quand on est content et quand on n'est pas content. Quand on s'entend et quand on ne s'entend pas. Ok. Et en plus, quand on parle d'affaires, il faut parler d'affaires. C'est pas l'amitié. Bien sûr, c'est pas l'amitié. C'est pas l'amitié, c'est retour sur investissement. Bien sûr. Et si on mise toujours, si on reste sur l'investissement, il n'y a vraiment pas, il y a pas de niveau où on se chamaille jusqu'à on s'entend plus. Bien sûr. C'est l'argent. Bien sûr, bien sûr. Donc, première chose, il faut d'abord avoir des très bonnes ententes et des très bons contrats en place. Oui. Ok. Merci beaucoup, Madame Sophia. Ça, c'était l'exemple de quelqu'un ou bien d'un investissement, d'un groupe d'investisseurs qui ont fait le mauvais exemple. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple aussi concret, comme vous avez fait, d'un investisseur qui a fait justement le bon choix et puis qui a réussi dans ce domaine-là? Il y a une cliente qui ne se disait pas être à mesure d'acheter plusieurs ou d'investir beaucoup dans l'immobilier. Elle se disait qu'elle pouvait seulement acheter une maison de temps à autre. Ok. On s'est assise, on a analysé ses finances, on a analysé sa situation et tout. Ce qui s'est passé, dans cette année-là, elle a acheté 2 duplex pour investir. Et quand elle a eu des locataires, elle était en location elle-même. Mais on s'est dit, mais pourquoi payer le loyer? Elle s'est dit, non, je paye, la société paye. Mais j'ai dit, mais vous pouvez acheter et votre société loue pour vous. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté une maison là où elle habite, mais la société est en train de payer pour elle en tant que directeur d'entreprise. Mais elle avait toujours assez de fonds parce qu'elle était professeure, elle avait fait de très très bons investissements et elle avait du cash. Et au lieu de garder son argent en cash, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut rentabiliser ça? Comment est-ce qu'on peut multiplier ça? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté commercial. On a trouvé un immeuble où il y avait plus de... Déjà, occupancy, c'était dans les 93%, qui est génial dans l'immobilier. C'était 93%. Et elle aussi, sa société a besoin d'un endroit, au lieu de payer le loyer quelque part chez quelqu'un d'autre, elle serait locataire dans sa propre immeuble. Donc là où elle est maintenant, elle gagne, donc disons, pour investissement commercial, en général, ça commence de, disons, environ 20 à 25% de down payment. Elle a pu avoir ça pour 20% de down payment, disons juste des chiffres comme ça. Elle a mis $600 000 pour cet investissement, mais chaque année, cet investissement lui paye 400 000. Ok, donc vous dites chaque année, l'investissement lui donne 400 000 après avoir investi 600 000. Oui. 400 000 après avoir investi 600 000. De ces 400 000 qu'elle a en revenu, ce qu'elle gagne qui est net est à peu près 210 000. Donc imaginez un peu, dans 3 ans, dans moins de 3 ans, elle aurait déjà récupéré son argent. Et si elle se concentre pour payer principe sur cet investissement, sur cet immeuble, dans moins de 10 ans, elle aurait déjà acheté cet immeuble. Et elle n'aurait pas de dette sur l'immeuble. Donc imaginez un peu, elle a mis 600 000, mais chaque année, elle fait un minimum de 200 000 là-dessus de revenus. Imaginez-vous. Et ce qui est génial là, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul locataire, elle a plusieurs locataires. Et ce qui est génial dans l'immobilier commercial, les locataires payent principe, intérêt, assurance, impôts et gestion. Donc vous ne payez rien. Tout ce que vous faites, c'est vous faites votre recette. Okay. Vous restez là, vous calculez votre argent. Ok. Merci vraiment, Madame Sophia, pour ces éclairages. Mais lorsque vous avez parlé tout de suite, ça m'a rappelé la question de l'un de mes abonnés qui a posé la question. Je pense qu'il est là, il nous écoute, il nous regarde. Il a posé la question de savoir, est-ce que c'est possible d'acheter plusieurs maisons avant 2 ans? Parce qu'il a eu ce problème. Il m'a dit, lorsqu'il a acheté sa première maison, mais lorsqu'il voulait acheter l'autre,
son agent immobilier lui a dit non, ce n'est pas possible, il doit patienter 2 ans avant d'acheter l'autre. Donc lorsque je préparais cette émission, il m'a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux poser cette question à notre expert? Donc je vous renvoie cette question de notre abonné. Oui, c'est 100% possible. Donc, dans l'immobilier, il y a plusieurs manières d'acheter. On peut acheter l'immobilier avec de l'argent. On peut acheter sans argent. Sans argent. Wow. Il y a plusieurs genres de crédits. Donc, quand on parle de crédit, il y a certains crédits qui sont subventionnés par le gouvernement. Par exemple, FHA. FHA ne veut pas dire que le gouvernement vous fait un prêt. Ça veut dire que votre prêt est garanti par le gouvernement. Et par rapport à ça, ça vous assiste à acheter vos maisons, quoi. Mais avec ça, il y a certaines contraintes avec ce programme-là. Donc, dans ce programme, vous ne pouvez pas acheter des maisons chaque année dans ce même programme. Non, il y a les contraintes dans ce programme. Donc, ça veut dire que notre abonné, je pense, a peut-être à utiliser un programme gouvernemental. Oui. C'est ça qui a restreint cela. Oui. OK. Oui. OK. Ça doit forcément être le cas. Parce qu'avec conventional, vous pouvez acheter autant de maisons que vous voulez. Quelle est la différence entre le convention et justement et ce programme-là? Donc, avec FHA, c'est un programme gouvernemental qui a été établi pour assister les gens à acheter des maisons. Et ça, il y a tellement de limites, il y a tellement de contraintes. Il y a, par exemple, combien vous gagnez, vos crédits scores. Beaucoup de choses sont prises en considération. Okay. Et il y a les limites, et ces limites sont basées par État. Okay. Par exemple, limite au Texas, c'est 524 000. Mais 524 000, c'est beaucoup d'argent quand même pour acheter une maison. Mais en Californie, c'est beaucoup plus. Okay. C'est 780. Okay. Et dans un autre État, ça serait différent. Donc, ça dépend de l'État. Okay. Ça, c'est certaines choses qu'il faut considérer. Et par contre, conventional, et aussi le fait que le gouvernement est en train de se porter garant par rapport à vous, les conditions ne sont pas aussi rigides par rapport à certaines choses. Conventional sont les banques, les individus qui se disent « Ok, on va te faire un crédit foncier pour acheter l'immobilier. » Et là, par contre, c'est un peu plus... Les demandes sont un peu plus difficiles parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils auront retour sur investissement. Retour sur investissement. Avec le gouvernement, chaque investissement que vous faites qui est soutenu par le gouvernement, il y a une assurance qui est à terme de ce prêt. C'est-à-dire? Mortgage insurance. Ça veut dire qu'il y a une assurance sur ce prêt. Si vous ne parvenez pas à payer, la banque, la personne, la société qui vous a donné ce crédit foncier est assurée. Cette assurance n'est pas pour vous. C'est par rapport au prêt. Donc, ça assure, ça garantit que ce prêt, la personne, la société qui vous a fait ce prêt, serait dédommagée si vous ne parvenez pas à faire les paiements. Contrairement au conventional, vous devrez payer. Ils s'assurent que vous allez payer. Donc, ils analysent vraiment la maison, vos factures, votre credit history, tout, vos impôts, tout est analysé. Mais ce qui est bien avec conventional, c'est vous avez l'assurance, même chose comme conventional, assurance sur le crédit foncier, mais cette assurance tombe, cette assurance disparaît après que vous ayez payé 20% du crédit ou que la maison est appréciée jusqu'à 20% de plus que la valeur que vous l'avez achetée. Donc voilà l'idéal là-dessus. Ok, merci. Vraiment, merci beaucoup, Madame Sophia. Vraiment, je ne sais comment est-ce que je vais vous remercier et avec notre auditeur. Mais je tiens tout simplement à rappeler, c'est tout simplement le premier épisode de cette série. Donc, Madame Sophia sera avec nous pendant 5 épisodes. Donc, préparez, comme j'ai dit, toutes vos questions. Posez vos questions en commentaire et je vais prendre ces questions-là. Nous allons poser ça dans l'épisode 2. Avec notre expert. Bon, maintenant, Madame Sophia, avant que je ne pose la dernière question, il y a une question, lorsqu'on est en train de discuter, j'ai reçu un message au WhatsApp de l'un de mes amis, il est dans l'armée américaine, il m'a dit, s'il te plaît, profite et pose cette question. On dit que
ceux qui sont dans l'armée, lorsqu'ils partent acheter la maison, ils se lèvent seulement, ils disent « Je veux la maison ». Donc, ils appellent par exemple Madame Sophia. « Bonjour Madame Sophia, j'ai besoin de la maison ». Et puis vous vous levez directement en 2 jours, il a la maison sans zéro down payment, sans rien. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais il y a certaines conditions qu'il faut d'abord... Qu'il faut respecter. Oui, Okay. oui, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Ok. Donc, j'espère que tu as suivi mon ami. J'espère que tu as suivi. Donc, je vous invite à l'émission 2. Dans l'épisode 2, nous allons détailler cela. Donc, j'espère que Madame Sophia va nous faire le plaisir de détailler cela. Donc, vous qui êtes dans l'armée, l'épisode 2 va vous concerner. Madame Sophia va détailler cela. Quelles sont les conditions et comment est-ce que vous pouvez faire pour acheter votre maison avec zéro down payment. Ok, ma dernière question, Madame Sophia, est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques erreurs que généralement les débutants commettent? Donc, chaque fois, quelqu'un s'élève, il peut acheter. Donc, quelles sont les erreurs généralement que vous pensez, que vous voyez que les débutants commettent chaque fois? La première chose qu'il faut faire, oui, c'est de connaître sa situation. Okay. Il faut être honnête avec soi-même. Avec soi-même. Donc, il faut savoir, il faut comprendre vos finances, okay, vraiment comprendre vos finances. Okay. En général, c'est un engagement qui est à long terme. L'immobilier, c'est un engagement à long terme. Vous avez dit 30 ans? 30 ans en général, vous pouvez payer en 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend de vous. Mais en général, 30 ans. C'est 30 ans, ok. Autre chose qu'il faut savoir, l'achat de l'immobilier ne veut pas dire que ça, c'est le prix de l'immobilier. Ok. 2 choses différentes. Donc, l'achat n'est pas le prix? Non, l'achat n'est pas le prix. Parce que quand on peut acheter l'immobilier, disons, à 100 000, et on se dit, oh, c'est 100 000, 100 000 hein? Mes paiements mensuels sont 1 000 $. Il faut qu'on facture la maintenance de ça. Exactement. Il y a des tas de choses dans l'immobilier qu'il faut prendre compte quand on achète. Ok, donc c'est ça que généralement les débutants ne prennent pas en compte. Ouais. Ils disent que bon, la maison c'est 100 000 coups, il peut acheter la maison. Oui. Il y a plusieurs autres choses qu'il faut prendre en considération avant d'acheter la maison. Okay. Une autre chose qu'il faut prendre en considération, les gens se disent, oh, quand j'achète la maison, on se dit le taux d'intérêt est X, oh, je peux me permettre ce taux d'intérêt. Oui. Quand on achète la maison en général, la manière dont c'est calculé, surtout les nouvelles constructions, oui, c'est calculé par rapport au prix de terrain sans maison. Parce que la maison n'existe pas encore dans le système. Wow. Il n'y a jamais eu d'impôt sur cette maison. Il y a l'impôt sur le terrain. Sur le terrain. Okay. Donc, ce que vous aurez comme calcul, les chiffres que vous aurez à closing ne sont pas les chiffres réels. Ce sont les chiffres réels par rapport au terrain, mais pas par rapport au terrain et la maison. Donc, beaucoup de gens, après quelques mois, se disent, surtout quand les calendriers changent, ils se disent, oh, je suis choqué, ça a monté par oui. Ce sont les impôts. Okay. Et les impôts, vraiment, les impôts sont très importants. Il y a autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est l'assurance. Il y a certaines zones qui sont catastrophiques, carrément par rapport à l'assurance. Surtout, il y a tellement le vent. Oui. Surtout ici au Texas, il y a certains endroits qui étaient vraiment bien. Mais aujourd'hui... Maintenant, il y a certaines villes où carrément les sociétés d'assurance, il n'y a pas de société d'assurance. Il n'y a pas de société d'assurance. L'assurance n'accepte pas de couvrir. L'assurance n'accepte pas de couvrir. Donc l'assurance qui couvre là, c'est le gouvernement qui couvre. C'est une assurance gouvernementale qui couvre. Donc il faut considérer tout ça avant d'acheter. Wow. Il y a aussi certaines zones, il y a des tempêtes, il y a des inondations, des choses comme ça. Il faut considérer tout ça avant d'acheter. Donc vraiment, voilà quelques conseils que vous, en tant que débutants, nous commettons. Donc, je vous en prie de rester connectés à l'épisode 2. Car l'épisode 2, Madame Sophia va détailler, va entrer beaucoup plus en détail. Et tout à l'heure, je pense que vous avez parlé d'impôts. Donc, les impôts, c'est quelque chose d'extrêmement important. Savoir comment est-ce que nous devons le faire. Donc, je vous annonce ici, avec beaucoup plus de chance, nous sommes en train de discuter avec un expert aussi qui fait dans les taxes, qui fait dans les impôts. Donc, si nous pouvons, il sera là ce jour et puis nous aurons 2 experts sur notre plateau, Madame Sophia, experte immobilière, et un autre expert qui va faire l'intérêt. Nous allons détailler dans l'épisode 2
comment est-ce que nous pouvons faire pour que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges de chaque jour? Ok. Madame Sophia, nous sommes arrivés au thème de notre premier épisode. Est-ce que vous avez quelque chose, un mot à dire comme mot de fin à nos abonnés? Donc là, ce que je vais vous conseiller, c'est prenez vos investissements immobiliers, prenez l'immobilier comme vous prenez votre santé. Déjà, chaque année, vous faites un bilan de santé. Que vous soyez malade ou pas, vous faites un bilan de santé. Faites un bilan de vos investissements. Et il faut savoir à tout moment quelle est votre situation d'investissement. Et maintenant, il faut parler à un expert. Il ne faut pas vous dire, oh, j'imagine, je me dis, j'ai vu telle affaire. Non, il faut consulter un expert. Parce qu'il y a une très, très grande différence entre investir dans un immobilier qui vous rapporte, qui est bien, ou dans un autre qui va vraiment, vraiment vous traîner dans la boue. Donc, je ne peux pas dire ça assez. Que vous consultez DSM Immobilier, notre équipe, on est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, peu importe votre situation, peu importe vos ambitions. Vous pouvez contacter d'autres experts immobiliers. Mais surtout, n'investissez pas sans accompagnement. Ok, vraiment, merci Madame Sophia pour ces conseils. Merci beaucoup. Et nous sommes quelque part. Nous ne sommes pas à l'air libre. Donc, je vais laisser le soin à notre invité spécial de vous présenter où nous sommes. Donc, on ne peut pas quitter, on ne peut pas finir ici sans dire merci, merci, merci. On est ici à DEMS, c'est à Houston, Texas. Ça, c'est une salle de fête, ça, c'est une salle d'événement. Si vous êtes dans les parages et vous avez besoin d'un endroit pour faire des événements, ils ont plusieurs salles. Ça, c'est DEMS. Il faut contacter Simone Mahamguer. Son numéro est affiché ici. Au bas de l'écran. Il faut contacter parce que c'est eux qui nous ont donné cet espace. Exactement. Qui nous a permis de vous apporter cette émission. Ok. Vraiment, merci beaucoup. On l'appelle Maman Simone à Houston. On l'appelle Maman Simone. Merci beaucoup, Maman Simone, pour cette merveilleuse salle que tu as mis à notre disposition. Donc, si vous avez besoin de salle, que ce soit mariage, que ce soit événement, que ce soit n'importe quoi, si vous avez besoin de salle, Maman Simone, comme nous l'appelons affectueusement, a deux salles. Une salle de 250 places, oui, de 250 places, et une autre salle qui peut accueillir 100 à 150 places. Donc, il y a deux salles. Je dis, extrêmement bien équipées. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous êtes dans Houston, vous êtes hors de Houston, et que vous voulez organiser un événement dans Houston, n'oubliez pas, vous avez le numéro qui s'affiche tout au bas de l'écran. Merci beaucoup et à l'épisode 2 dans 5 minutes avec Dada. Je suis Dada House. Merci pour votre attention. À la prochaine.